Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tip & Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars, en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft, tipnshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 février, il est exactement 9h28 et nous allons parler aujourd'hui de Coupe de l'América, de SailGP et d'Olympisme avec 2 invités qui sont particulièrement concernés par ces sujets. La première est engagée sur les 3 fronts, puisqu'elle est engagée dans une préparation olympique en 4,70 aux côtés d'Hippolyte Macchetti. Elle fait également partie de l'équipe de France de SailGP et elle disputera en septembre 2024 à Barcelone la toute première Women's America's Cup sous les couleurs du défi français Orientic Express Team, présenté jeudi dernier à Paris. Il s'agit d'Aloïse Rotornaz qui est, je crois, chez elle à Brest. Salut Aloïse. Salut Axel. Le second est le skipper de l'équipe française de SailGP. Il sera aussi celui du futur AC75 tricolore Orient Express Team. C'est bien sûr Quentin Delapierre qui est quant à lui à Auray. Salut Quentin. Bonjour Axel. Eh bien, messieurs, dames, merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Peut-être avant de parler de ces projets et de ces 2 riches années qui vous attendent, un petit mot à Aloïse et Quentin sur l'actualité du moment. Vous avez appris comme nous, alors on sortait tout juste jeudi dernier de la conférence de presse de présentation du défi Orient Express Team, l'annonce du remplacement de Clarisse Kremer à bord de l'IMOCA Banque Populaire en vue du prochain Vendée Globe. Une annonce que le sponsor a justifiée par son retard dans la course aux 1000 en vue du Vendée Globe qui était en partie due à sa pause maternité. Qu'est-ce que vous inspire un petit peu cette affaire ? Je sais que c'est une question un petit peu piège, mais on va peut-être commencer par toi, Aloïse. Qu'est-ce que t'inspire un peu cette histoire ? C'est vraiment décevant qu'on doive en arriver là pour faire bouger les choses. Après, j'ai bon espoir que Clarisse, en soulevant ce sujet, va réussir à sortir des nouvelles règles et que les choses vont changer pour permettre aux femmes de pouvoir faire cette pause maternité, avoir des enfants en poursuivant leur rêve de sportif de haut niveau. C'est quand même triste qu'en 2023, il y ait rien qui soit fait encore et on soit pas prêt à ça dans les règles de course du Vendée Globe. Ouais, toi, tu as un peu vécu cette situation, mais indirectement, parce que si je me souviens bien, lors de ta préparation olympique pour les Jeux de Rio, pour les Jeux de Tokyo, pardon, ta coéquipière Camille Lecointre s'était arrêtée justement plusieurs mois pour donner naissance à son premier enfant. C'est la preuve que c'est quand même possible de conjuguer maternité et sport de haut niveau. Ouais, je pense que la Fédération française de voile s'était vraiment préparée à ça. Il y a eu Charline Picon aussi qui était dans la même situation et il y avait eu beaucoup d'échanges avec la fédération pour que justement le statut aussi d'équipe de France puisse s'adapter à ce genre de situation. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé pour Camille et Charline, ce qui leur a permis de repartir sereinement pour Tokyo et de rentrer de Tokyo chacune avec une médaille. Quentin, quelle est un peu la réaction ? Qu'est-ce que t'inspire cette histoire ? Écoute, moi je connais un petit peu Clarisse et surtout Tanguy et puis aussi Ronan Lucas qui nous suit
comment par message et qui nous encouragent sur CLGP. Mais moi, je suis désolé, mais je vais pas m'exprimer sur ce sujet-là. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Je connais pas bien la démarche de Banque Populaire et enfin voilà, j'ai pas vraiment d'avis et je préfère ne pas m'exprimer étant donné que je connais pas très bien le dossier. Bon, on va parler de vos actualités et donc de l'autre grosse information de la fin de semaine dernière, à savoir l'officialisation qui a été faite au Trocadéro à Paris du défi français Orient Express Team, soutenu par le groupe Accor. Défi, donc Quentin, tu seras le skipper. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les coulisses comment tu as vécu un peu la création, le lancement de ce projet qui a été un petit peu chaotique avec un premier partenaire qui devait vous soutenir, qui s'est retiré, un deuxième qui est finalement arrivé assez tard. Raconte-nous un peu dans les coulisses la naissance de ce défi français. La naissance de ce défi, je pense que ça tient à deux hommes et notamment Stéphane Candler qui avait la volonté et la conviction qu'il allait revenir un jour sur un défi America's Cup. Et puis pour ce faire, il avait demandé à Bruno Dubois de l'accompagner. Et je crois que ça fait ça fait un bon binôme. Et très honnêtement, j'ai été très impressionné de l'abnégation dont a fait preuve Stéphane pour aller chercher Orient Express. Je pense que, comme tu l'as dit, ça a pas été un long fleuve tranquille. On n'était pas loin de partir il y a un an, et puis finalement il y a eu un problème avec l'annonceur qui s'était positionné. Et Stéphane, il a pas lâché, il a continué à se battre et à y croire. Et honnêtement, ouais, je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait tous les deux, parce que cette conférence de presse, elle était réussie avec un très beau partenaire qui a aussi une vision dans son industrie et qui a envie de bien faire les choses. Et c'était super gratifiant d'être associé à Orient Express et de pouvoir lancer enfin ce défi America's Cup français. Oui, on rappelle qu'Orient Express est une marque du groupe Accor. À quel moment, toi, tu as entendu parler pour la première fois d'Orient Express? Parce que je crois que c'est arrivé assez tard, hein, il y a quelques mois. Ouais, effectivement, Orient Express a été annoncé début d'année, si je me trompe pas. Et du coup, par la suite, leur volonté, c'était d'associer la marque à un projet America's Cup. Donc voilà, moi, en fait, Orient Express, j'en ai entendu parler vraiment au tout début d'année. Stéphane et Bruno nous expliquaient un peu la stratégie du groupe Accor pour le circuit CLGP, sur lequel ils sont venus avec All.com et sur l'America's Cup avec Orient Express. Ils avaient vraiment envie d'être sur les deux circuits et avec un projet, une vraie vision sur l'America's Cup avec l'image de marque d'Orient Express associée au plus vieux trophée sportif au monde. Donc c'était super intéressant. Est-ce que pour toi, depuis le début, depuis que tu as intégré l'équipe de France de CLJP, ça fait maintenant bientôt 1 an et demi, il y avait dès le début ce projet America's Cup en toile de fond? Est-ce que Bruno t'en a parlé à l'époque ou c'est venu petit à petit? Non, je crois que c'est venu petit à petit. Et après, voilà, c'est deux personnes qui ont de l'ambition, qui ont toujours eu la volonté de faire briller la France sur l'America's Cup. Donc je savais que c'était dans leur tête et que si un jour il y avait une opportunité, ils se lanceraient à corps perdu dedans. Mais au tout début, quand je suis arrivé sur CLGP, il était pas question d'un projet America's Cup, non. Et toi, Loïse, à quel moment tu as commencé à entendre parler de ce projet de Coupe de l'Amérique? Ouais, bah ça fait un petit peu plus d'1 an, comme disait Quentin. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette annonce aussi il y a un peu plus d'1 an du fait qu'il y aurait la première Women America's Cup.
Ensuite, moi, c'est vraiment à partir du mois de septembre où j'ai commencé à travailler sur le sujet avec Paola Amar. On s'est rapproché de Stéphane Candler avec cette volonté de former un équipage pour la Women America's Cup, sachant qu'au début les règles étaient un petit peu différentes pour les femmes. Il y aura des équipages féminins qui auront pas de challenger. Donc, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe espagnole ou danoise, et il y aura probablement chez les femmes pour la Women America's Cup des équipes espagnoles et danoises. Donc voilà, maintenant on a la chance d'avoir Orient Express qui a créé une équipe. On va avoir une équipe française soudée, donc c'est une vraie chance qu'on a. Et ouais, c'est vrai que là ça se concrétise vraiment depuis la fin d'année 2022 et début 2023. D'accord. Ce qui veut dire que toi, avant même que Orient Express rejoigne le défi français, comme justement il y avait possibilité pour des équipes qui ne participent pas à la Coupe de l'Amérique de monter un projet pour cette Coupe d'Amérique féminine, tu avais déjà eu l'idée de lancer un projet, c'est ça? Ouais, voilà, on travaillait déjà sur le projet pour rechercher des partenaires. On en recherche encore aujourd'hui. Il y a Next World qui a rejoint le Women Pathway programme de CLGP. Maintenant, on fait aussi partie de l'Orient Express Team. Donc voilà, on continue de travailler pour monter cette équipe de France féminine aussi pour la Women America's Cup. Paola Amar, c'est elle qui fait du 470 avec toi, hein, c'est ça, qui est comme toi une spécialiste de 470. Voilà, qui a navigué aussi beaucoup en SB20. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où dans la constitution de ce projet? Est-ce que vous avez déjà un début d'équipe? Est-ce que tu as contacté des navigantes? Comment se structure un peu ce projet? Je crois qu'il se fait notamment sous l'égide de l'association Team France, c'est ça? Voilà, maintenant on fonctionne avec Team France et bien sûr aussi Cachallange. Hein. Mais alors là, on est vraiment au tout début du projet, donc on est en train de commencer à constituer l'équipe, de monter les phases de sélection. Ça avance petit à petit. On réfléchit au programme de préparation pour rassembler toutes les filles sur aussi des bateaux volants en attendant de pouvoir naviguer sur la C40. Bon, donc on devrait voir un équipage français Orient Express Team naviguer prochainement en GC32, en 69F ou ETF 26, c'est ça? Il y a des chances qu'on voit ça dans les mois qui viennent. Voilà, c'est notre ambition de commencer à naviguer le plus rapidement possible et engranger de l'expérience sur ces supports à foil. Quentin, toi, comment tu vois un petit peu ce projet féminin? Est-ce qu'il y aura des passerelles entre le défi français dont tu seras le skipper et les équipes jeunes et féminines? Écoute, je crois qu'on a commencé à le faire sur CLGP et notamment avec Manon qui a fait le fly control à Singapour. Donc, moi, je suis persuadé que en France, il y a les talents pour faire un super bel équipage de féminin sur la prochaine Women's Cup. Aloïse en est un bel exemple. Je pense que Manon, Amélie, Camille Lecointe, c'est des gens aussi des personnes très très talentueuses. Et écoute, on voit en fait sur CLGP, on a une philosophie de collaboration. Tout le monde échange, tout le monde amène sa pierre à l'édifice en ayant en ligne de conduite que on doit intervenir pour faire avancer plus vite le bateau français et pas forcément se donner plus de confort personnellement. Donc voilà, je pense que sur le projet Orient Express, on va avoir l'équipage jeune, l'équipage féminin et puis l'équipage masculin qui va représenter la France sur la Coupe de l'Amérique. Et l'idée, c'est de vraiment diffuser la connaissance, aussi faire de la collaboration, l'échange de compétences. Et ça va être d'autant plus facile avec les outils de simulation qu'il y a maintenant. On est en train de travailler sur un simulateur avec vraiment les mêmes commandes que sur les bateaux qu'on aura à naviguer et notamment pour les jeunes et la Women's Cup qui se feront sur les AC40.
Là, la chance qu'ils vont avoir, c'est que le simulateur, il va être équipé avec exactement les mêmes commandes que la C40. Donc ça va vraiment leur permettre de prendre en main le bateau. Et maintenant, avec avec la qualité des simulateurs, t'as presque fait 60% du travail en amont. Et quand t'arrives sur le bateau, tu découvres pas la machine comme ça l'était par le passé. T'as déjà bien intégré où sont les commandes, comment le bateau réagit, et tu peux laisser libre cours à ton instinct de navigant, quoi. Donc ça, c'est un simulateur qui est développé par Benjamin Muil, là, le patron du design team d'Orient Express Team. Ouais, exactement. C'est l'équipe de Benjamin qui développe ce simulateur. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la finesse, de pouvoir aussi adapter l'environnement, rajouter des adversaires ou pas, mais euh, mais d'avoir une maquette à l'échelle 1 du cockpit pour bien prendre nos marques. Aloïs, tu parlais de recherche de partenaires tout à l'heure, ce qui veut dire que Orient Express, Orient Express va vous soutenir sur ce projet, mais ça veut dire qu'il y a besoin quand même d'en rechercher d'autres partenaires. Oui, bien sûr, c'est vrai que notamment pour notre circuit de préparation, pour commencer à s'entraîner sur d'autres supports, pour faire des regroupements avant avec toute l'équipe, on cherche encore du budget, et c'est vrai qu'avec Team France, on cherche toujours des partenaires. D'accord. Et l'AC40, vous savez quand vous allez le recevoir, le premier AC40 de l'équipe? Alors, on n'a pas encore de date précise. On espère pouvoir commencer les navigations fin 2023. D'accord. Mais alors toi, tu commences à aussi, comme le disait Quentin, que vous commencez à travailler sur un simulateur. J'imagine que vous regardez aussi un petit peu les vidéos des AC40 néo-zélandais qu'on voit circuler en ce moment. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on a la chance là sur cette America's Cup d'avoir pas mal d'infos partagées par rapport aux coupes précédentes. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui tombent déjà. Et puis pour ce qui est du simulateur, moi j'avais eu déjà la possibilité d'en faire un petit peu au mois de juin via le Women Pathway Programme de CLGP. Donc voilà, on continue de travailler avec l'équipe pour pouvoir en refaire le plus rapidement possible aussi avec l'équipe féminine. Quentin, de votre côté, tu as été donc choisi comme skipper du défi français Orient Express Team. C'était un peu comment tu t'es imposé à ce poste-là? Comment Bruno t'a choisi? Raconte-nous un peu le processus de ta nomination. Écoute, je crois que les résultats de l'équipe de France CLGP ont, euh, ont été en ma faveur, on va dire. Et c'est vrai que Bruno m'en avait un petit peu parlé, je dirais, à Copenhague l'année dernière, en disant bon, euh, je, mon choix ce serait plutôt de te mettre skipper. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux endosser, etc. Et c'est vrai que moi c'était aussi un rêve, et je voyais ça comme une opportunité et pas une pression supplémentaire. Donc je lui avais dit que j'étais très motivé pour prendre ce poste-là. Et puis au fur et à mesure, je pense que son choix est devenu de plus en plus assumé. Et après Dubaï, il m'a annoncé que son choix était fixé et que ce serait moi le skipper de la coupe. Et c'est vrai que je pense que ce que l'équipe a fait sur cette GP a aussi contribué au fait que euh, on ait pu lancer un projet America's Cup français. En tout cas, ça a amené une crédibilité sportive. Et, euh, et voilà, je suis très content d'être à ce poste-là. Et ensuite, je pense que tous les gars sur CLGP euh, ont, euh, ont forcément un rôle à jouer dans le projet America's Cup.
Ouais, il y a eu une vraie accélération de ton parcours, hein, entre ton arrivée sur le circuit CLGP à la tête de l'équipe française il y a un peu moins d'un an et demi, et maintenant skipper du défi français. Quand tu te retournes, tu mesures cette accélération de parcours entre guillemets. J'essaye de pas me retourner. Non, non, oui, bah c'est absolument génial ce qui m'arrive en ce moment et c'est vrai que ça se goupille bien comme on dit et moi j'essaye de continuer à faire ce que je fais, d'avoir la même exigence et surtout de garder en tête toujours que il faut que je prenne du plaisir, sinon je serais pas à mon meilleur niveau. Quelles sont maintenant pour toi les priorités du moment sur ce défi, sur ce projet de défi français? J'imagine que dans les semaines et mois qui viennent, ça va être de recruter une équipe de navigants. Ouais, alors je sais pas si tu vas trouver ça paradoxal, mais ma priorité aujourd'hui, c'est d'aller en finale sur CLGP. Je pense que c'est très très important pour CLGP, pour nous, nos objectifs sportifs, et puis euh, pour l'America's Cup également, parce que je pense que pour gagner l'America's Cup, on a besoin d'avoir un groupe voilà, qui est sûr de ses forces et qui travaille bien ensemble et qui a confiance. Je pense que CLGP, on, aujourd'hui, c'est le plus beau circuit qui existe dans la voile internationale. Pour moi, c'est le niveau le plus élevé. Et là, on a une chance incroyable de pouvoir aller en finale. Et une fois qu'on est en finale, on sait très bien que sur CLGP, euh, les trois peuvent gagner. Donc, j'ai pas envie de me projeter trop rapidement dans le dur de l'America's Cup. Je pense que dans un premier temps, il y a énormément d'opérationnels à finaliser. Et je pense on a les bonnes personnes, le bon comité exécutif pour faire ça. Dans les 2, 3 prochains mois, ce qui correspond à la fin de saison de CLGP, il y aura pas énormément de sollicitations sur la partie navigante, même si évidemment il y a des choix stratégiques à faire avec Bruno, Franck, Stéphane, Benjamin, etc. Mais c'est pas sursollicitant et du coup ça me permet de vraiment travailler avec l'équipe sur CLGP pour continuer à progresser. On a trébuché à Singapour et là c'est important de se remettre en question, de se remotiver, d'aller à Sydney avec vraiment euh, le l'envie quoi. Vraiment, on doit avoir envie de remonter en finale sur Sydney et je pense que ça sera très bénéfique pour le projet America's Cup également. Bon, on reparlera tout à l'heure justement de CLJP. Pour continuer sur ce sujet de l'équipage, il va falloir aussi recruter des cyclistes. On a vu que Team New Zealand a annoncé la semaine dernière l'arrivée dans l'équipe de spécialistes de cyclisme, mais aussi d'aviron. Est-ce qu'il va falloir aller piocher dans d'autres disciplines pour aller grinder, comme on dit, sur la C75? Il y a 8 navigants hein, sur ces bateaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, on sera 8, donc 4 à l'arrière qui ont les commandes de réglage du bateau, et puis 4 devant qui sont sur des vélos pour produire de l'énergie, qui nous permettent d'utiliser les commandes hydrauliques, qui sont très énergivores, pardon. Et, euh, et donc il y a différentes problématiques sur la partie des cyclistes. Il y a d'une part que de ce qu'on commence à comprendre euh, avec le préparateur physique, il y a une demande énergétique qui est énorme. C'est des valeurs de puissance qui sont, enfin moi qui me font peur personnellement. Je fais un peu de vélo, mais là je comprends pas comment c'est possible. Et ensuite c'est un sport mécanique et comme à chaque fois le poids embarqué est très important. Donc là il y a aussi une grosse problématique de poids qui est pas forcément en adéquation avec le profil d'un cycliste par exemple.
Je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais en tout cas la partie cycliste, c'est un vrai enjeu parce que sans cycliste on fait pas fonctionner le bateau, on n'a pas d'énergie et on commence à comprendre que il y a peut-être des équipes qui vont avoir un banc complet de remplaçants pour pouvoir aller pouvoir changer d'une manche à l'autre et avoir vraiment 100% des capacités en énergie sur le bateau, quoi. Ouais, donc il y a des vrais enjeux, des vrais compromis à trouver, les compromis poids-puissance, comme on dit souvent. Exactement. Aloïs, comment vont se répartir les rôles sur un AC40? Je crois qu'il y a 8 navigants sur les AC75. Je crois que vous serez 4 sur les AC40, c'est ça? Ouais, tout à fait. Sur la C40, on va moins avoir ces problématiques d'enjeux physiques. On sera que 4 et donc deux barreuses et 2 régleuses. Donc il y aura pas de cyclistes et on n'aura pas besoin de grosses marmules. Comment tu vois les navigations sur ces bateaux? Tu disais, hein, tu regardes un petit peu les images qu'on voit notamment de Team New Zealand en ce moment. Ça fait rêver quand tu vois les vitesses atteintes par ces bateaux qui sont en quasiment tout le temps en vol. Ouais, ça va être vraiment incroyable. On va commencer en plus avec des poules de 6 pour les filles, donc ça va être de la course à haute vitesse. Donc ça va ressembler à ce qu'on a sur CGP sur des bateaux monocoques avec des filles à bord. Donc ça va être inédit et assez exceptionnel. Est-ce que tu as déjà une idée un petit peu de l'adversité qui vous attend? On sait que donc les 6 défis qui sont inscrits sur la 37e Coupe de l'Amérique sont tenus d'avoir une équipe jeune et une équipe féminine. Donc ils seront présentes à Barcelone en septembre 2024. Il y a eu une annonce la semaine dernière faite par l'America's Cup. Il y aura en plus, je crois, un projet espagnol, un projet hollandais et un projet canadien. Il reste encore trois dernières équipes à s'inscrire parce qu'il y a une limite de 12. Est-ce que tu connais un petit peu vos futurs adversaires? Ouais, déjà il y a celle que tu as citée là. On voit qu'il y en a qui ont commencé à s'entraîner sur d'autres supports. On pense aussi aux Danoises. En tout cas, on a vu qu'il y avait les Néo-Zélandaises, les Anglaises qui avaient commencé déjà à s'entraîner déjà en 2022, qui naviguent sur ETF 26. Donc, on a vu que Liv McKay, la Néo-Zélandaise, avait déjà navigué aussi sur la C40. Donc voilà, ça commence à bouger et ouais, ça donne envie d'y être. Nous aussi, les Françaises, on rejoignent l'équipe. Et est-ce que vous aurez des confrontations avant l'épreuve en elle-même? Est-ce qu'il y a des séries qui sont prévues avant le coup d'envoi de cette coupe en septembre 2024? Alors pour les femmes, le programme n'a pas encore été annoncé, mais oui, on espère pouvoir avoir des confrontations avant et puis évidemment du coup, comme je le disais avant, pouvoir s'entraîner sur des circuits de préparation aussi où on se retrouvera forcément avec les concurrentes. Et de ton côté, Quentin, quel est un peu hors CLJP, quel est un peu le programme de navigation spécifiquement pour la coupe? Dans un premier temps, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le simulateur prêt à l'emploi. On espère qu'il sera disponible début avril. Il y a tout un tas de reconfigurations à faire avec les nouveaux éléments qui sont apparus dernièrement, notamment les HMI, les commandes de la C40. Donc il faut commander, il y a des délais de livraison, etc. Et puis aussi Benjamin et toute son équipe doivent réadapter les modèles par rapport à ce qu'ils ont entre leurs mains maintenant. Ensuite, on va avoir pas mal d'itérations de ce simulateur jusqu'en juin, juillet prochain, où a priori on aura la possibilité de naviguer à 2 bateaux. Ce qui est pas évident à faire techniquement parlant, mais qui serait une très grosse plus-value pour toutes les équipes navigantes, parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup de simulateurs sur lesquels on peut naviguer à plusieurs.
Donc ça, c'est un gros objectif. Et ensuite, la C40, la date de livraison, elle n'est pas encore tout à fait fixe, mais l'idée, c'est de recevoir la C40 avant la première Challenger Super Series. Donc il va falloir vite se mettre dans le bain et bien travailler sur le simulateur pour une fois qu'on met le pied sur la C40 en conditions réelles, on soit déjà bien en phase avec la machine, où sont les commandes, comment je positionne ma tête pour avoir mes sensations habituelles, parce que c'est des positions assises, comme dans un cockpit un peu de voiture. Donc je pense que ça va mine de rien changer pas mal de choses, le champ de vision et le fait d'être vraiment juste au-dessus du pont. Je serais pas surpris que ça nous change nos repères et qu'il y ait une grosse période d'adaptation. Malgré tout, moi j'ai eu des discussions avec les Neo Z sur CLGP notamment, et a priori le bateau est déjà très très fiable. Et il y a un pilote automatique de vol, ce qui fait que la gestion du vol est pas comment dire critique sur ce bateau. Et a priori ce pilote est très très performant, donc ça va faciliter l'accès à l'engin, je pense. Et ensuite, à vrai dire, c'est assez classique. Il y a un barreur et puis un régleur qui fait le foc et la grand voile. Donc ça va plutôt être un job de régleur là, C40, j'ai l'impression. Tu parlais de la première Challenger Series, elle est prévue quand? Pour l'instant, la date est pas encore fixée. On a juste ils ont juste bouclé une période, mais la date précise est pas encore fixée. Donc il y a pas mal encore d'incertitudes. Et c'est pour ça que pour le moment Benjamin me préserve pas mal de ça, Franck aussi, et ils prennent les infos et essayent d'aller les chercher eux-mêmes pour pas que ça me pollue sur CLGP. Ouais, donc je crois qu'en fait la période en question c'est sur la fin de l'année 2023 là, si je me trompe pas. Ouais, ce serait octobre 2023 a priori. D'accord. Donc on rappelle, c'est plusieurs Challenger Series en AC40 et après il y aura une compétition en amont en AC75 en amont de la coupe qui débutera en septembre 2024, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Tu parlais de Franck, c'est Franck Camas, qui va être en charge de la performance sur ce défi. Il va faire un peu le lien entre le design team et l'équipe navigante, en continuant peut-être à naviguer un petit peu sur la C40 avec toi et peut-être avec les équipes féminines et jeunes. Qu'est-ce que peut t'apporter Franck sur un tel projet, Quentin? Écoute, j'ai découvert Franck il y a quelques années, mais de manière très succincte. Et puis dernièrement, en Accra 17, il avait recommencé et très honnêtement, j'avais vraiment apprécié la manière dont il approche la voile en général. Et en fait, ça se confirme sur ce début de projet. C'est vrai que Franck, il a un côté très pragmatique et systémique qui est agréable et qui permet d'avancer de manière concrète et posée. Et évidemment, Franck est un très très bon, si ce n'est le meilleur développeur de bateaux en France. Et c'est avant tout pour ça que Franck est ici, c'est pour permettre de comprendre rapidement les systèmes et la philosophie de la C75, mais aussi du 40. Et je pense qu'on a juste la personne idéale pour faire le lien entre le design et les navigants, parce que évidemment que Franck est aussi un très très bon navigant. Donc voilà, c'est un peu moi c'est la sensation que j'ai, c'est ces deux choses-là en même temps. C'est Franck il comprend très très vite le fonctionnement ou la philosophie d'un bateau, ses systèmes, son architecture.
et dans le même temps, il a une approche très systémique et pragmatique qui pour moi est super importante dans des grosses équipes comme ça et qui fait que on avance en cochant des cases et sans avec un groupe qui avance en même temps sans avoir des personnes qui partent à droite ou à gauche et qui reviennent dans des discussions en disant ah oui mais moi j'aurais bien fait comme ci comme ça. C'est ça qui est agréable, c'est quand jusqu'à maintenant, quand on prend une décision, c'est une décision collégiale et tout le monde avance et s'appuie sur la décision qu'on vient de prendre. Aloïse, vous allez sans doute aussi collaborer un petit peu avec Franck. J'imagine qu'il ne sera pas avare de conseils pour les équipes jeunes et féminines. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Franck Camas dans son équipe? Bah, c'est une vraie chance, hein. C'est vrai qu'on a déjà eu la chance aussi de l'avoir l'année dernière sur un stage qu'on a fait en GC32 avec le One Pathway Programme, et il était vraiment très impliqué à nous transmettre le plus de connaissances possible. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, assez direct. Donc moi c'est vrai que j'aime bien travailler avec des gens qui qui se retiennent pas de dire les choses. Donc c'est assez agréable et je pense que ça va nous faire progresser assez rapidement. Et puis Franck est aussi dans Team France, donc ouais, on va être amené à travailler ensemble. Quentin, pour finir sur le sujet Coupe de l'América, l'équipe donc Orient Express Team a acquis un design package auprès de Team New Zealand, ce qui lui permettra de ne pas avoir à concevoir le bateau faute de temps notamment. Est-ce que c'est la garantie d'avoir un bon bateau et ce choix, ça a été un choix un peu naturel au sein de l'équipe? La garantie, non, faut pas qu'ils se plantent malgré tout le talent et l'expérience qu'ils ont. Je pense que même eux, ils sont pas à l'abri de faire des mauvais choix, donc c'est pas une garantie. Par contre, je crois que c'est une chance incroyable de pouvoir partir avec un accord comme celui que Stéphane et Bruno ont négocié avec ETNZ. Moi, je suis en fait super excité de voir le bateau, les plans et de me dire c'est à ça que ça va ressembler et je pense que effectivement on commence à comprendre qu'ils ont pas mal d'avance sur certains points. Donc nous en réalité notre challenge c'est Benjamin qui m'a dit ça et je le rejoins complètement. C'est pas un défi de design finalement. C'est un défi opérationnel dans le sens où on doit être capable de naviguer sur ce bateau, de le comprendre et d'essayer d'en tirer la quintessence de son potentiel. Et on doit être capable d'opérer ce bateau avec techniquement parlant, je veux dire, entretenir les systèmes, les développer. Et ça, par contre, c'est un vrai challenge parce qu'il y a toute une équipe à créer, à souder aussi, parce que moi, je suis intimement convaincu que on doit chercher la même cohésion sur l'eau qu'à terre et pour avoir un shore crew qui s'entend bien, qui fonctionne bien, qui est capable de faire naviguer ce bateau régulièrement dans les meilleures conditions possibles, ça va être un vrai challenge. Ouais. Et du coup, vous allez avoir vous allez avoir un simulateur spécial sur la C75 aussi, comme vous l'avez, comme tu le racontais pour la C40? Oui, ouais, évidemment, c'est la grosse plus-value de Benjamin et son équipe. Ils ont maintenant un outil qui fonctionne très bien et il est modulable et ça, je pense que c'est un des gros atouts du défi. C'est toute l'équipe de Benjamin qui est capable de s'adapter et de nous proposer un AC40 ou un AC75. Donc on va être capable de faire les deux sur le même simulateur, ouais. Bon, donc début de la construction de ce futur AC75 en mai pour une livraison environ un an plus tard. On va passer maintenant au sujet SailGP. Aloïs, toi, tu fais partie de l'équipe de France de SailGP aux côtés de Quentin. Est-ce que tu as encore des grands prix prévus cette année? Quelle est la suite du programme sur ce circuit pour toi?
Alors non, pour l'instant, j'ai pas d'autres épreuves de prévues. Les règles ont un petit peu évolué dans l'année en permettant aux équipages de tourner avec 2 filles à bord. Donc pour l'instant, l'équipe tourne avec Manon et Amélie. C'est vrai que du point de vue sportif, de faire tourner le Six Sailor à chaque fois, notamment avec maintenant aussi la configuration A4 où on a vu Manon a pu faire du flight control sur la dernière étape, changer de navigante à chaque fois, c'est pas vraiment efficace pour l'équipe. Donc c'est vrai que là, moi, je vais me concentrer. Il y a déjà pas mal de travail avec la préparation olympique et la préparation de la coupe, donc je me concentre sur ces deux projets déjà pour l'instant, en restant dans l'équipe CGP aussi. Donc on va prévoir des stages avec le Women Pathway Programme aussi. Donc voilà, j'ai pas prévu de naviguer en F50 tout de suite, mais ça reviendra peut-être dans les saisons à venir. Quentin, vous êtes dans 10 jours à Sydney. On rappelle, il reste trois Grands Prix pour cette saison 3 à Sydney les 18-19 février. En Nouvelle-Zélande un mois plus tard et la grande finale à San Francisco au début mai. Vous sortez d'un Grand Prix de Singapour où vous avez terminé 8e. Après, on rappelle que avant vous aviez gagné à Cadix et terminé 2e à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Singapour? Et il s'est passé qu'on n'a pas été bon. Ouais, écoute, Singapour, c'était très spécifique et c'était, enfin, clairement dans ces conditions-là, on savait qu'on n'était pas aussi serein que dans les autres conditions. C'est vrai que la configuration à 4, on a gagné à Cadix la finale en étant à 4, mais ce qui veut dire qu'on est capable de très bien marcher à 4. Maintenant, est-ce qu'on est capable de reproduire dans une configuration à 4 des belles performances? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et malheureusement, on doit passer par des contre-performances comme à Singapour. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été très très bon dans le sens où la configuration à 4, elle me demande pas mal de jobs techniques sur le bateau, plus qu'à 6. Et je pense que j'ai été moins bon dans l'approche tactique et stratégique. Malgré tout, il y a eu des bons points. Je pense qu'on a pris des bons départs. On a tout de suite vu quand on revenait à 6, la confiance, elle est remontée d'un seul coup. Et on a fait une journée plutôt pas mal le second jour. Donc c'était aussi rassurant de sentir que l'équipe pouvait compter sur des vraies forces et que tout le monde le ressentait en l'espace de quelques secondes. Donc ça c'était aussi très positif. Maintenant voilà, Singapour, ça nous a encore montré qu'il y a encore du travail à 4 sur être bien conscient de ce que cette configuration implique et comment on s'arrange pour être bien meilleur qu'à Singapour. Et justement, entre deux Grands Prix, vous avez comment vous travaillez ça? Comment vous faites pour essayer d'être meilleur, sachant que vous avez pas de jours d'entraînement sur l'eau ou quasiment pas? On a mis en place il y a quelques mois une réunion hebdomadaire où en fait chacun travaille de son côté avec une feuille de route. Et puis on délivre le travail tous les lundis matin, ce qui nous permet en fait de rester tout le temps dans la réflexion et connecté avec l'équipe. Honnêtement, ça marche plutôt très très bien. Et je suis content de la manière dont chacun s'implique et de la manière dont on traite les problèmes. Il n'y a pas de problème d'ego, je dirais, dans cette équipe. Et ça, c'est super appréciable et chacun essaye de faire avancer plus vite le bateau en se mettant en retrait. Et ça, pour moi, c'est la marque des grandes équipes et je suis persuadé on va dans le bon sens et
qu'on arrive à avancer. Et après, évidemment, on s'entraîne chacun de notre côté. Moi, je fais du mode, de la wing, du physique. Mais c'est vrai que CLGP, c'est quand même la spécificité, c'est qu'on n'a pas l'occasion de s'entraîner tout le temps ensemble sur la même machine. Et voilà, faut le prendre comme c'est. Et on peut rien y faire. Et je dirais que ce qui est assez génial, c'est que ça nous apprend à repousser un peu nos limites, à s'adapter, à essayer d'être vraiment très solide sur l'essentiel. Et voilà, moi j'apprends plein de choses sur ce circuit. Aloïse, est-ce que toi, tu as aussi appris, tu apprends beaucoup de choses sur ce circuit? On rappelle que comme Quentin, tu viens de la voile légère et en particulier de la voile olympique en 4-7. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est des bateaux qui volent, qui naviguent les uns contre les autres, donc on apprend beaucoup. Moi, je navigue aussi à côté en WASP quand je suis à la maison, donc voilà, on essaye de prendre toutes les heures qu'on peut prendre en vol. On a navigué aussi pas mal de fois avec le Women Passway Programme de CLGP à Quiberon, que ce soit en GC ou sur des stages de WASP aussi. Donc ouais, chaque navigation et chaque navigation en équipage aussi nous apprend beaucoup. Mais de manière générale, chaque jour de navigation, même en 470, m'apprend dans mon expérience de voile, quoi. Aujourd'hui, il y a un petit groupe constitué de navigatrices qui font de la voile volante entre guillemets. Tu parlais de WASP, il y a pas mal de supports volants. Est-ce que aujourd'hui vous êtes combien à peu près à naviguer sur ces supports en France et j'imagine que c'est là-dedans que tu vas aller puiser ton futur équipage sur la Coupe de l'Amérique féminine? Alors, on n'a pas forcément de groupe. Il y a des regroupements de WASP, mais qui sont mixtes, hein, qui sont pas forcément féminins. Ensuite, il y a pas mal de filles aussi qui naviguent en ACRA et des filles qui naviguent aussi maintenant. Il y a des équipages en ETF 26. Donc voilà, les femmes se mettent à voler aussi. Et moi, ça se construit petit à petit. Hein, on va dire que ça a commencé en 2021. Et ça a commencé aussi grâce au programme de CLGP d'amener des femmes à bord des F50. Donc ça se construit petit à petit. Après, on voit aussi qu'on progresse très vite sur ces supports. Et donc, la sélection est assez ouverte et se limite pas aux gens qui ont que des expériences en vol. Quentin, l'équipe de France est 4e au classement général de CLGP à 3 grands prix de la fin, derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne. Tu disais l'objectif c'était de se qualifier pour la super finale qui regroupera les 3 premiers au classement si je me trompe pas. Ça veut dire que sur les grands prix de Sydney, les grands prix de Nouvelle-Zélande qui arrivent, il y a pas trop le droit à l'erreur? Ouais, mais je dirais un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que l'intensité de CLGP, elle est tout le temps très élevée et on a toujours été sur chaque Grand Prix avec l'idée de donner le meilleur et d'essayer d'être en finale. En fait, on se met tout le temps la même pression dans le sens où que ce soit sur chaque Grand Prix ou en fin de saison, l'objectif c'est d'être en finale. Donc, j'ai pas l'impression que dans la tête du groupe ça change quoi que ce soit ces 3 derniers Grands Prix. Peut-être que à San Francisco, si on est vraiment, si on a vraiment le cut à passer pour faire la super finale, peut-être qu'il y aura une pression supplémentaire. Mais là, Sydney, l'idée c'est vraiment d'avoir nos axes de performance bien en tête et d'y aller en ayant plus envie que les autres et de prendre du plaisir sur ce bateau incroyable et ce plan d'eau je pense c'est un des plus beaux plans d'eau de CLGP, c'est juste fabuleux. Donc voilà, si on arrive à mettre toute cette recette en place, je pense qu'on fera une belle fin de saison. C'est un circuit sur lequel tu vas aussi retrouves tes futurs adversaires sur la coupe, hein. On rappelle que Ben Hensley mène le projet britannique, il est aussi sur CLGP, les Peter Birding, Blair Tuke qui sont aussi
à la fois sur CLGP et sur la Coupe de l'América. Il y a Tom Slingsby qui est aussi pour l'équipe australienne et du côté d'American Magic sur la Coupe. Est-ce que vous parlez de Coupe entre vous? Est-ce qu'on commence à se regarder un peu en chien de faïence en pensant à cette 37e Coupe de l'América? Ah bah ça, je t'en parlerai après Sydney, parce que c'est le premier Grand Prix post-annonce. Donc voilà, pour l'instant, on échange plutôt plus sur CLGP que sur la coupe. Maintenant, honnêtement, je suis assez certain que CLGP est un énorme objectif pour chacune de ces équipes, parce que c'est purement sportif et que au final c'est ce qui nous intéresse, nous les athlètes, c'est de savoir qui est le meilleur. Et c'est vrai que sur CSGP c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'on sait qu'on a tous les mêmes armes. Donc je pense que celui qui gagnera CSGP, il aura un très gros avantage psychologique sur les autres. Bon, on rappelle que c'est l'Australie qui est double tenante du titre. Aloïse, on va finir par évoquer ta préparation olympique. Hein, tu en parlais tout à l'heure en 4,70 avec Hippolyte Macchetti. Aujourd'hui, quelle est un peu l'actualité du moment? Est-ce que vous sortez de période d'entraînement? Quelles sont un peu les échéances sportives pour toi? Ouais, là on est en période d'entraînement plutôt, donc on s'entraîne au chaud. On a la chance de pouvoir naviguer aux Canaries là cet hiver pour pouvoir faire des heures et des heures sur l'eau. On a le Trofeo de Palma qui va être une épreuve de Coupe du Monde cette année début avril, qui va être une épreuve assez importante, le premier gros regroupement depuis plusieurs mois, et surtout on a le test event cette année qui va être la répétition générale des Jeux à un an des Jeux, donc sur le plan d'eau de Marseille. Donc voilà, on est déjà dans le sprint final hein, pour la qualification aux Jeux, pour tout le circuit de préparation. Donc voilà, on travaille bien. Cet hiver aux Canaries se passe très bien. Nous on a axé notre saison maintenant sur la communication. Donc on a eu une fin de saison 2022 un petit peu compliquée avec un mauvais championnat du monde, alors qu'on avait fait plutôt une belle saison pour nos débuts avec Hippolyte. Donc voilà, maintenant on travaille un peu, on a reproduit un peu ce qu'on pouvait voir sur CLGP. Moi ça m'a appris pas mal de choses, de travailler avec les casques, de pouvoir d'avoir toutes les vidéos sur CLGP. Là on essaye de reproduire un petit peu la même chose, de se filmer, de s'écouter. Ça permet de débriefer assez efficacement. On travaille avec une préparatrice mentale qui nous aide à mettre une communication bien efficace, à travailler du mieux possible aussi ensemble, parce que c'est toujours plus compliqué de naviguer à plusieurs et de réussir à s'organiser à bord. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se recroisent avec ce qu'on peut voir sur CLGP, ce qu'on verra sur la coupe. Donc c'est assez intéressant, c'est des sujets qui me passionnent, donc voilà, ça avance bien. On a eu des petites régates d'entraînement qui se sont très bien passées. Là, on a une bonne vitesse aussi dans la brise, donc voilà, on poursuit, on y va à fond jusqu'au bout. Et vous serez sur la Lanzarote International Regatta là qui débute bientôt aux Canaries? Ouais, c'est ça, je repars demain pour les Canaries. Après, on s'entraînait à Brest aussi pour se rappeler ce que c'était que l'hiver en Bretagne. Donc après une petite semaine d'entraînement à Brest, là je repars demain aux Canaries, et puis en fin de semaine on va avoir une épreuve là-bas. Alors c'est des épreuves, des régates de travail hein, pour nous, mais bon c'est toujours intéressant au milieu de la période hivernale de se reconfronter un petit peu aux concurrents. C'est quand même ce pourquoi on fait ça, le jeu de la régate. Donc voilà, on a les crocs, et puis ça va être encore une belle épreuve, je pense. Justement, à propos de concurrence, on rappelle que le 470 passe en format mixte hein, pour les Jeux de Paris 2024. Est-ce que tu commences à avoir une idée un peu de la concurrence internationale? Il y a la concurrence française avec Camille Lecointre, son ex-coéquipière, et Jérémy Mion, mais il y a aussi une concurrence internationale très forte. Est-ce que tu as un premier tableau de cette concurrence?
Ouais, ben on voit, en fait, c'est assez marrant. On voit les pays qui ont des groupes forts. Donc c'est vrai qu'en France, on a cette chance-là. Là, on est trois équipages à bien tourner. Donc du coup avec Camille, Jérémy, et puis un équipage de jeunes aussi, Mathis et Lucie. Donc c'est vrai que cette concurrence française, elle nous fait aussi tous monter. Et donc on voit que c'est un peu la même chose à l'étranger, hein, avec deux équipages espagnols, Jordi. Qui est lui aussi barreur sur CLGP, et son équipière Nora, qui sont en confrontation serrée avec Sylvia Mas et l'ancien équipier de Jordi qui était au jeu aussi en médaille de bronze. Donc on voit que les pays qui ont de la confrontation se débrouillent bien sur les régates internationales. On a le groupe d'Allemands aussi qui a quasiment 4 équipages allemands dans le top, on va dire dans le top 12. Donc voilà, tous ces petits équipages, on se tire la bourre. On a aussi le médaillé d'argent chez les hommes à Tokyo, pardon, le Suédois là qui sort pas mal son épingle du jeu. Donc voilà, on va revoir tout ça à Palma dans quelques semaines. Ouais, ça y est, tu t'es habitué à te retrouver en confrontation avec Camille, hein, on rappelle, avec laquelle tu as pris la médaille de bronze en 4,70 au JO de Tokyo. Bah oui, maintenant on est habitué à s'entraîner ensemble et à être confrontés l'une à l'autre. Après, c'est vrai que moi c'est aussi comme ça que j'ai commencé avec Camille, hein. Avant de naviguer avec elle, on était concurrentes. Alors même si elle était un peu plus âgée, avec plus d'expérience, on naviguait déjà l'une contre l'autre. Et puis voilà, là c'est encore retourné une fois, on se retrouve concurrentes. Mais bon, c'est vrai que c'est assez challengeant et excitant. Tu parlais du test event de Marseille qui aura lieu au mois de juillet. C'est vraiment le grand objectif de la saison. La Fédération française de voile en a parlé. Est-ce que tu as l'impression que la sélection pour les Jeux, elle va se jouer en grande partie là? En grande partie, je sais pas. Après, je pense de toute façon pour notre construction d'équipage et notre marche vers notre objectif de médaille au Jeux de Paris, c'est important d'y être, c'est important de se préparer. Moi, je sais que le test event de Tokyo, ça a été la meilleure préparation pour les Jeux de Tokyo, donc il faut y être, c'est important. Et là, c'est clairement notre objectif de la saison. Et toi, est-ce que tu as prévu de t'installer à Marseille? Je sais que Camille est partie s'installer là-bas avec Jérémy. Toi, tu restes à Brest ou tu as prévu d'aller t'installer à Marseille? Non, écoute, moi je suis toujours sur Brest. Après, c'est vrai que les 4 mois d'été 2022, je les ai plutôt passés à Marseille, mais je garde mon pied à terre à Brest. Après, c'est vrai qu'on a des vies où on voyage beaucoup. Voilà, je repasse quelques jours par mois chez moi. Là, on a réussi à s'entraîner un petit peu aussi à Brest, donc c'était sympa. Mais voilà, je sais que ça va beaucoup bouger dans l'année et demie à venir qui arrive. Donc voilà, que ce soit Brest, Barcelone ou Marseille, tant qu'on est sur l'eau, ça devrait bien se passer. Quentin, quand tu entends Aloïse parler de Jeux Olympiques, on rappelle que toi, tu as participé déjà aux derniers Jeux avec Manon Audinet en Accra 17. Je crois que vous avez pris la 6e place, si je me trompe pas, ou tu me corrigeras si je me trompe. Tu avais commencé une nouvelle prépa olympique en vue des Jeux de Paris 2024. Finalement, vous avez décidé d'arrêter avec Manon. Est-ce que quand tu entends Aloïse, tu as des petits quand même picotements, tu te dis j'aurais bien voulu quand même y aller, ou bon, après tu seras très très occupé en 2024, mais est-ce qu'il y a un petit peu de regret de pas avoir été au bout de cette préparation olympique? Ouais, je vais te reprendre. On a terminé 8e. 8e. Et ça me fait pas du bien de te le dire. Ouais, bah oui, c'est toujours une déception. Mais voilà, je crois que on s'était promis avec Manon qu'on y retournerait si on avait le jus pour y aller. Et on s'était aussi dit que on allait sur celle-ci pour pouvoir arriver sur chaque régate avec l'idée de pouvoir gagner. Ça paraît évident quand je le dis. Maintenant, l'Olympisme, finalement, sur chaque régate, notamment en Accra, il y a 3-4 bateaux qui peuvent gagner les régates. Donc c'est c'est un cercle assez fermé. Et en fait, quand on a repris la PO, d'une part, on a senti que la motivation, elle était moins là. Il y a eu
des petits pépins physiques qui ont un peu encore plus saboté cette motivation. Et ensuite, ces deux choses-là ont fait qu'on a bien senti que ça allait être très compliqué de se pointer à chaque régate avec la possibilité de gagner. Alors, faire dans les 5, oui, ça, certainement. Maintenant, c'était pas notre objectif, donc on a préféré prendre une pause. Je dis une pause parce que les jeux, ça reste une désillusion pour moi, et je sais pas si un jour je retrouverai pas la motivation pour y retourner et aller chercher un de mes rêves. Bon, peut-être Los Angeles 2028. Affaire à suivre. Merci beaucoup Aloïse et Quentin d'avoir accepté notre invitation. C'était comme d'habitude passionnant. Bon voyage au soleil, aux Canaries pour Aloïse, à Quentin la semaine prochaine en Australie. Et quant à nous, on se retrouve pour un 106e épisode de Pause Report mardi prochain. Merci beaucoup, bonne journée à tous les deux. Merci Axel. Bonne journée, merci Axel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!